Bonjour à tous. Bon, il est 14h34, je pense qu'on peut commencer. Je vois qu'il y a moins de connexion à la minute. Je rebondis sur le message dans le chat de Madame. C'est en train de s'afficher, mais est-ce que vous m'entendez, Madame Barré? En effet, vous n'entendiez pas parce qu'on n'avait pas encore commencé. Mais du coup, a priori, là, vous devriez pouvoir m'entendre. Je vous laisse répondre dans le chat si c'est bien le cas. Ok, super. Et ben, du coup, bienvenue à tous dans ce temps d'échange sur l'appel à projet Nouveaux espaces de compétences d'Evinov. Pour remettre dans le contexte donc de ce webinaire, nous avons souhaité organiser ce temps d'échange voilà, qui vient s'insérer un mois après la parution de l'appel à projet et du lancement, de l'événement de lancement qu'on avait organisé Homo à Caen. L'idée, c'était de pouvoir représenter l'appel à projet aux personnes qui n'ont pas pu être présents. Et également répondre aux questions des personnes qui ont pris connaissance de ce cahier des charges et qui pourraient avoir des questions à la lecture. Donc, c'est vraiment un temps d'échange qui se veut pour vous, les futurs porteurs de projets, pour mieux comprendre les attentes dans le cadre de cet appel à projet. Peut-être rencontrer des futurs partenaires puisque ça fait partie du cahier des charges de cet appel à projet. Donc, au niveau de son fonctionnement, on a une petite présentation à vous faire et je vous propose de répondre à vos questions au fur et à mesure, donc notamment d'utiliser l'outil conversation de la réunion que certains ont déjà commencé à utiliser. On pourra répondre aux questions les plus simples directement dans le chat et puis on prendra, après chaque thématique couverte de la présentation, quelques questions à l'oral, si cela est nécessaire et si ça paraît plus clair. Donc on prendra le temps à chaque fois de revenir sur vos questions. Voilà, donc le séminaire, il est prévu sur 1 heure. J'avais ouvert jusqu'à 16h30 au cas où on ait beaucoup de questions. Mais l'idée, c'est de pouvoir avancer sur la prochaine heure. Donc aujourd'hui, je ne me suis pas présentée. Donc moi, je suis Isaline Marmontel. Je suis chargée de projet tiers-lieu de formation au sein du conseil régional de la Normandie. Je suis en charge de l'instruction du dossier, de l'appel à projet, mais également de son animation. Et aujourd'hui, on a également présent sur le webinaire Nicolas Pottefer de la DGEFP qui a en charge la tutelle de l'AFPA, mais qui est également responsable, tu m'arrêteras si je me trompe, du programme Nouveaux liens, nouveaux lieux, donc sur les tiers-lieux et et donc à ce titre qui fait partie de l'équipe projet du cadre national de l'appel à projet d'Efinov. Et on a également Lorraine Mercier et Floriane Maille du cabinet ICE Partner qui ont accompagné la NCT et le groupe de projet à rédiger le cadre national. Je les laisse peut-être se présenter également et corriger si j'ai dit des Oui, bêtises. je gère juste le projet d'Efinov, en fait. Le programme Nouveaux lieux, nouveaux liens étant un programme de la NCT qui finance d'ailleurs aussi des tiers-lieux. Et voilà, le reste était tout bon. Et du coup, Et de notre côté, parfait comme présentation. En effet, enchanté, on sera là pour répondre à vos questions également sur le chat. voilà. Et donc, du coup, pour faire le lien, on a demandé donc à Nicolas de pouvoir représenter le contexte et le cadre national de cet appel à projet qui, voilà, s'il est instruit par le conseil régional au niveau de la Normandie, s'inscrit bien dans un contexte national. Oui, bah, tout à fait, merci beaucoup. Je ne vais pas forcément m'appesantir beaucoup justement sur la présentation du niveau national, parce que l'intérêt aujourd'hui, c'est surtout de pouvoir traiter de la déclinaison de cet appel à projet au niveau normand.
et puis surtout de pouvoir traiter l'ensemble des questions techniques, des questions opérationnelles que vous pourriez avoir, hein, que vous pourriez rencontrer dans la construction du projet. Juste simplement rappeler, resituer dans un contexte, parce que c'est toujours intéressant de voir dans quel cadre la politique publique a pu émerger, les raisons aussi qui ont pu amener l'État, donc là notamment le ministère du Travail, à diligenter pardon, une action qui serait à destination du soutien, de l'émergence des tiers-lieux apprenants, des tiers-lieux de formation. Donc c'est vrai que le premier constat, et c'est un peu le plus évident, c'est le développement des tiers-lieux, le maillage qu'ils arrivent aussi à organiser sur les territoires, tout en réussissant à répondre à un certain nombre de problématiques stratégiques et de transition. C'est aussi la médiatisation qu'on en fait de plus en plus, puisque c'est pas un objet nouveau, les tiers-lieux, mais on remarque quand même un développement assez exponentiel en ce moment sur les territoires. Tout cela justifie évidemment qu'une politique publique s'intéresse à cet objet hybride. Donc il y a déjà un certain nombre justement de soutien de la part de l'État ou ses agences, donc depuis longtemps, par exemple de la part de l'ANCT, donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires dont je parlais tout à l'heure, qui déploie déjà un certain nombre de programmes sur les territoires, par exemple Fabrique des territoires, manufacture de proximité, etc. Mais le soutien public aux tiers-lieux de la part de ministères plus métiers, notamment le ministère du Travail, ne se posait pas encore très facilement sur cette politique publique. Donc, c'est quand même intéressant justement que certains ministères puissent se lancer, dans ce genre de soutien. Et c'est vrai que, enfin, cette politique, elle a été aussi générée par 2 événements qui sont imbriqués l'un l'autre. Donc d'abord, on va dire l'évolution de la formation professionnelle, la transformation qui s'est enclenchée depuis, la loi, de 2018, l'individualisation des parcours avec le CPF, mais pas que, et surtout l'hybridation de la formation professionnelle avec des nouvelles modalités pédagogiques, des nouvelles modalités, pardon, technologiques. Et toute cette transformation a été accélérée par la crise sanitaire, par l'arrêt, des formations en présentiel sur les territoires et la nécessité de trouver des solutions alternatives. Donc, ça a forcément modifié beaucoup les pratiques pédagogiques, les parcours de formation, le rapport à l'objet formation aussi, et ça a obligé à générer de l'innovation. Donc, je dis pas que la crise sanitaire a tout changé, parce que c'est un peu ce qu'on entend beaucoup, mais en tout cas, ça a été un accélérateur de changement, y compris dans l'esprit des décideurs publics. Puis ça a aussi mis un certain nombre de problèmes enfin, sur la table, hein, qui sont d'ailleurs affichés à l'écran, à la fois des inégalités d'équipement numérique, d'électronisme, l'accessibilité de la formation dans les territoires, etc. Donc c'est tous ces constats qui ont entraîné, un vaste plan de transformation et de digitalisation de la formation, qui a été budgété à hauteur de 300 000 € et 300 millions pardon, sinon ça ferait pas beaucoup et qui a été intégré dans les fonds de la relance. Voilà, et ce plan, il propose 4 axes de transformation de la formation complémentaire, dont l'axe, Definov qui nous intéresse. Donc, à l'origine de Definov, il y a eu une volonté d'éviter peut-être une certaine verticalité qu'on trouve souvent, dans les politiques publiques, d'autant qu'ici, elle a quand même une vraie vocation à comprendre, à irriguer les territoires. Donc c'est pourquoi on a organisé, une vaste concertation avec un grand nombre d'acteurs qui pouvaient être intéressés par ce projet. Ça s'est tenu d'ailleurs au printemps 2021, si je dis pas de bêtises. Et donc qui rassemblait justement des tiers-lieux, des organismes de formation, des collectivités, donc l'État, France Tiers-Lieux, des syndicats de la formation professionnelle, et cetera. L'idée, c'était de mettre en commun toutes ces intelligences pour réussir à préciser un certain nombre d'objectifs de développement, d'une action potentielle qui serait tournée justement, vers ce partenariat tiers-lieux organismes de formation, en essayant de dégager un certain nombre de briques qui pourraient construire un cadre national apte justement à soutenir, un appel à projet territorial. Et donc tout ça, c'était dans un objectif aussi de pouvoir conserver un ADN et une volonté qui a été dégagée par les acteurs avec un certain nombre d'objectifs d'ailleurs. Donc parmi d'autres, hein, on peut en lister plusieurs, il y avait, l'idée de professionnaliser 2 écosystèmes et de les rapprocher, 2 écosystèmes tiers-lieux, organismes de formation qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, de déployer des solutions territorialisées, de permettre aussi l'accompagnement et les parcours de formation, au plus proche des lieux de vie, donc dans une logique de maillage, de développer l'innovation, de permettre l'expérimentation sur des nouvelles technologies, des nouvelles pédagogies. Au final, l'idée, c'était vraiment d'améliorer tout le cycle de la formation professionnelle en intégrant une logique partenariale entre deux types d'acteurs. Donc tout ce cadre national qui a été dégagé grâce à cette concertation, avec ces ambitions-là, a été retravaillé pour être régionalisé justement avec chaque collectivité, dans l'optique d'intégrer en fait dans ce cadre national peu prescriptif, l'ensemble des spécificités et des stratégies des régions. Voilà, ce
Ce qui justement me donnera une très bonne transition pour transmettre la parole à ma collègue qui va vous présenter toutes les applications de cet appel à projet national adapté aux spécificités normandes. Eh ben, merci beaucoup, pour, cette, introduction et en effet, on passe tout de suite aux spécificités du cadre, normand. Peut-être un petit mot de contexte, pour, rebondir comme ça a déjà été très bien dit, la visée de cet appel à projet, c'est de rapprocher, 2 réseaux, donc le réseau des acteurs de la formation et le réseau, des tiers-lieux et élargi aux espaces publics numériques, au sein de la Normandie, qui nous paraissent être aussi des lieux, pertinents, où peut se dérouler la formation. L'idée, c'est de profiter du dynamisme des tiers-lieux, qui sont des lieux de vie, des lieux d'expérimentation, pour, aller plus loin dans la transformation et la digitalisation de la formation. Et ces tiers-lieux, finalement, ils nous permettent, un maillage, du territoire, voilà, où on va trouver des EPN et des tiers-lieux, là où il y a pas forcément, une concentration, forte d'organismes de formation. Les tiers-lieux, ils permettent une fréquentation peut-être différente et diversifiée pour renforcer, l'attractivité de la formation, envers certains publics, et aussi, voilà, profiter de cette dynamique, pour, lancer des coopérations, des collaborations, des mutualisations. Donc voilà, c'est l'idée de cet appel à projet et enfin via le soutien, de l'appel à projet, mais via aussi son animation, de rapprocher, ces 2 mondes, voilà, qui nous paraissent intéressants pour rendre la formation plus accessible et attractive, mais aussi pour, favoriser le partage, de bonnes pratiques. Donc au niveau des attentes, pour aller, plus, dans le détail, peut-être je vois qu'il y a une question, qui apparaît déjà, je me permets de la lire. Quand il est question d'innovation en formation, d'expérimentation, je voudrais connaître les critères de ce qu'est l'innovation, en formation dans ce projet. Alors au niveau de la lecture, du mot, innovation, on sera pas uniquement dans, les outils numériques. Finalement, tout ce qui peut paraître innovant, plutôt, en termes de formation, c'est vraiment, voilà, plutôt en termes de pédagogie. Et bon après il y aura une lecture, bien évidemment au cas par cas, mais c'est pas restreint uniquement à une innovation, numérique. Il y a pas besoin d'avoir, un métaverse, ou enfin voilà, c'est pas que ça qui est visé dans le cadre de l'appel à projet. Je vois que Nicolas, acquiesce et je pense qu'il y avait eu la question dans d'autres régions, mais en effet, je vous confirme, c'est pas uniquement l'innovation numérique qui est visée. C'est pour ça que j'ai précisé d'ailleurs très rapidement, et que j'ai fait le distinguo entre innovation technologique et innovation pédagogique, en fait. Parce que l'idée, c'est pas, de restreindre justement les projets qui seraient portés, à une simple salle, de classe entre guillemets avec des ordinateurs et un casque de réalité virtuelle. Voilà, c'est d'aller beaucoup plus loin. Voilà, merci, pour, la précision. Alors, donc au niveau des attentes, de l'appel à projet, donc les objectifs, ils rejoignent un petit peu les constats, qu'on a fait plus haut. L'objectif, c'est de diversifier les lieux de formation, de sortir, des murs de l'organisme de formation pour favoriser justement, cette innovation pédagogique. Donc, ça nous amène au deuxième objectif, qui est listé dans le cahier des charges, donc l'émergence de solutions et d'approches pédagogiques innovantes. Voilà, l'apprentissage, par le faire, l'apprentissage avec des nouveaux outils, qui peuvent être ou non, les outils numériques. Et finalement, un troisième objectif de mutualisation des outils et de ressources pédagogiques, où finalement, délocaliser, des formations dans un tiers-lieu peut permettre que plusieurs organismes de formation, que plusieurs acteurs, utilisent, la salle, les outils de formation. Voilà, dans une logique, voilà, de coopération, de collaboration, sur des pratiques, innovantes et intéressantes.
Il y aura donc 2 projets soutenus dans le cadre de ces objectifs, donc de 2 grands types de projets. Donc il y a un axe numéro 1 qui sont les axes du cahier des charges national et qu'on a gardé bien sûr au niveau de la Normandie. Donc le premier, c'est faciliter l'accès à la formation grâce à la mobilisation des tiers-lieux. Donc quand on parle d'accessibilité, on parle bien sûr de géographie. Peut-être aller sur des zones où il y a moins d'offres de formation, mais on peut aussi penser à l'accessibilité en termes de public, peut-être élargir et diversifier les publics qui vont vers la formation. Et on a un axe numéro 2 qui est favoriser les échanges et les projets communs entre acteurs qui interviennent dans le champ de la formation. Donc voilà, là, c'est l'idée de pouvoir profiter du dynamisme pour avoir des collaborations. Ces 2 axes sont complémentaires dans le cadre de cet appel à projets. Donc une attention particulière sera portée aux projets qui remplissent ces 2 axes. Et dans le cas où votre projet ne remplit pas ces 2 axes, on vous invite à expliquer pourquoi il n'est pas possible ou pourquoi vous n'avez pas choisi de vous positionner sur l'axe numéro 1 ou l'axe numéro 2. Peut-être parce que il y a déjà des actions de facilitation à la formation et l'idée, c'est plutôt de favoriser les échanges. Ou peut-être que vous êtes pas encore, vous voulez d'abord expérimenter l'axe 1, donc l'accès à la formation, puis penser à la mutualisation plutôt dans le futur. Donc voilà pour les types de projets soutenus. Et là, si je me trompe pas, le retour d'expérience des autres régions, c'est qu'on va avoir beaucoup plus de projets sur l'axe 1, mais il faut pas oublier qu'il y a en effet cet axe 2 qui est visé par le projet. Donc on vous invite à l'avoir en tête quand vous plongez sur la définition de votre projet. Ensuite, je vous propose donc de parler des personnes qui sont, enfin des acteurs qui sont visés par l'appel à projet. On a eu pas mal de questions suite au lancement de l'appel à projet sur cette thématique. Donc pour répondre à l'appel à projet, il faut obligatoirement répondre sous forme de collectif, de consortium, voilà, qui se matérialisera par une convention partenariale. Et ce collectif doit à minima comporter un acteur des tiers-lieux et un acteur de la formation. C'est vraiment, voilà, ça fait partie des critères d'éligibilité pour candidater à cet appel à projet. Qu'est-ce qu'un tiers-lieu? Donc ça peut être une question que se posent pas mal d'organismes de formation. Donc il y a pas mal de choses qui caractérisent un tiers-lieu, notamment voilà, un ancrage territorial, une communauté de personnes engagées, voilà, une diversité d'acteurs qui interviennent au sein de ce lieu, une gouvernance partagée, une limitation des activités et un dynamisme. Au niveau de la région Normandie, il y a un label qui reconnaît voilà, qui développe un réseau de tiers-lieux. Et donc, on demande également d'être dans une démarche de labellisation du réseau normand qui s'appelle Normandie Connectée. Donc, ça fait partie également du cahier des charges, d'être soit déjà labellisé, soit dans une démarche de labellisation. Et là, je voudrais un petit peu rassurer les acteurs. On a eu beaucoup de questions. Si la labellisation voilà, n'est pas encore lancée, ce n'est pas du tout un frein. Il faut juste voilà, être dans une démarche de rentrer dans le cahier des charges du label Normandie Connectée. N'hésitez pas, si vous n'en avez pas connaissance, et c'est vrai qu'avec le contexte de cyberattaque qu'on connaît, tous nos outils ne sont pas en ligne. N'hésitez pas à me le demander, je pourrais vous l'envoyer sous format mail. Donc voilà pour au niveau des tiers-lieux. Ensuite, au niveau des acteurs de la formation, on a en Normandie une vision assez large de ce que peut être un acteur de la formation. Donc il y a les organismes de formation, les CFA, mais on peut avoir une vision plus large au cas par cas selon les projets et selon la pertinence des projets.
Ce qui sera important, au niveau de l'instruction, c'est que le projet, soit bien avisé de bénéficiaires qui soient, finalement des personnes, soit éloignées de la formation, soit, des actifs qui veulent monter en compétences. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment que voilà, on a eu par exemple une question sur est-ce que l'enseignement supérieur peut être considéré comme un acteur de la formation et on les a placés plutôt en partenaire qu'en acteur de la formation puisque un projet qui viserait uniquement des étudiants, ne rentre pas, voilà, dans le cadre du type de projet qu'on vise, au niveau normand. Hem, pour autant, ça peut être des partenaires, de la compétence, intéressants qui sont des partenaires, voilà, autres du consortium. C'est pour ça qu'ils sont présents dans le dernier petit, encart et dans le cadre du consortium, donc comme je l'ai dit, ça fonctionnera, sous forme d'une convention partenariale qu'on vous demandera dans le dossier de candidature. Il faudra, que les membres désignent un chef de file qui sera celui qui soumettra la candidature. Mais voilà, ce qui nous paraît important, c'est de bien réfléchir à qui sont les acteurs de ce consortium, de ce collectif, puisqu'on regardera bien sûr, la pertinence, des collectifs formés, pour, soumettre des candidatures. Et ça peut aussi, finalement, permettre, de réfléchir à l'axe 2 sur la collaboration, la mutualisation. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur, le collectif. Est-ce que Lorraine, il y a des questions? Je vois que tu réponds au fur et à mesure, dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions, qui seraient pertinentes qu'on mentionne, à l'oral? Il y a une question sur le consortium, de savoir si justement le consortium peut être composé donc d'un tiers-lieu et de plusieurs organismes de formation. Voilà, donc je peux y répondre, enfin comme tu veux, mais justement Bah, en fait oui, pardon, vas-y. oui, oui, vas-y, vas-y. Non, mais en fait c'est vrai que dans le collectif, l'objectif minimal, c'était un acteur des tiers-lieux et un acteur de la formation. Mais en fait, les consortiums qui s'ouvriront à une multiplicité d'acteurs, c'est encore plus positif que le niveau minimal, on va dire. Donc on peut imaginer n'importe quelle solution articulée autour d'un acteur des tiers-lieux, un acteur de la formation. On peut imaginer des entreprises, des groupes non-employeurs, plusieurs organismes de formation, des associations qui luttent contre les freins périphériques, et cetera. Enfin, pour le coup, le consortium, il y a uniquement un niveau minimal, mais pas forcément de niveau maximal. Et il peut y avoir aussi des collectivités qui seraient intéressées, justement pour porter un tiers-lieu. On en a vu plusieurs exemples dans d'autres régions. Oui, voilà, en effet, c'est vrai que j'ai essayé de lister, le Mmh. plus de types de partenaires possibles sur cette slide pour, voilà, vous montrer que, le format, il est à minima, un organisme de formation et un tiers-lieu, mais il peut y avoir vraiment diverses sortes de membres du consortium. En fait, à partir du moment où un acteur va être, intéressant pour la solution qui sera imaginée par le porteur, il y aura très peu de restrictions autour de lui. Et nous avons aussi une question de monsieur Frédéric Rampion sur l'obligation Normandie connectée et sur les réelles opportunités pour les apprenants d'aller vers les tiers-lieux. Et donc, quels sont les partenariats pertinents entre les OF et les tiers-lieux? Alors je suis pas sûre de comprendre, Non, mais je peux la peut-être la préciser. bah, je vous laisse la Ouais. préciser du coup. Oui, non, c'est plutôt de dire que, dans le réseau Normandie Connectée, il y a quand même un certain nombre de structures qui sont labellisées tiers-lieux, mais qui relèvent plutôt de, structures de coworking, privées et que dans ce cadre-là, effectivement, moi, je m'interrogeais sur la pertinence, de ce type de lieu, dans le cadre de ce projet-là, puisque je ne vois pas, en fait, quel, partenariat pertinent on peut, mettre en place avec, des structures qui sont des purs coworking, privés d'autant plus. J'ai rien contre les coworking, mais bon, ma vision des tiers-lieux, c'est plutôt, d'avoir des lieux dans lesquels on peut accueillir des publics, en groupe et puis donc, avec,
une philosophie derrière, si j'ose dire. Mais je m'aperçois en fait dans la liste des tiers-lieux labellisés que vous nous avez envoyés, qu'il y a quand même pas mal de structures purement privées. Là, je vois pas en fait les partenariats et la pertinence en fait pour nos apprenants. Bon, alors après, voilà, c'est l'outil que de la région pour favoriser le réseau des tiers-lieux, qui est historiquement lié en effet à la direction de l'aménagement numérique, donc qui a en effet cette touche coworking, mais pas uniquement. On retrouve quand même dans le réseau une diversité de lieux. Donc en effet, il peut y avoir des salles qui sont uniquement des coworking, mais en général, on les encourage quand même à diversifier leur type d'activité. Donc là, c'est plutôt vous, dans votre choix de partenaire, de voir qu'est-ce qui est pertinent par rapport à vos apprenants et par rapport aux thématiques qui sont les vôtres. Voilà, la carte, c'est un outil mis à votre disposition, mais on vous laisse choisir ceux qui sont pertinents. Et puis, si vous avez identifié des tiers-lieux qui ne seraient pas labellisés et que ça pose un problème, je vous invite à me contacter par mail pour qu'on puisse discuter du projet, du lieu et de la pertinence ou non de réfléchir à une labellisation dans le cadre de l'appel à projet. C'est noté, merci. Voilà. Pour tout ce qui, enfin, pour la dernière question sur les tiers-lieux qui sont en cours, on privilégiera, je pense, dans l'instruction, les lieux qui sont déjà existants et qui ont déjà un projet. Après, encore une fois, ce sera plutôt au cas par cas, selon le projet, selon la zone peut-être et la thématique choisie. Donc là, encore une fois, monsieur Frédéric, je pense que le mieux, c'est de pouvoir en échanger voilà, au cas par cas. Et de voir voilà, c'est quoi ce moyen terme et réfléchir à ce qui est possible à faire, soit dans le cadre de Definov ou d'autres projets et aides de la région Normandie. Et pour la dernière question sur le campus numérique, je pense qu'en effet, il y a pas mal, j'ai eu pas mal de questions sur les campus connectés, donc je ne sais pas si c'est la même chose, si je me trompe. Voilà, c'est pas le même type de projets qui sont visés entre les campus connectés et l'appel à projet Definov. Et après, peut-être que selon le type de projet, un partenariat peut être envisagé, mais voilà, c'est bien deux axes différents, deux aides différentes. On avait repéré ce type d'acteurs, justement les campus connectés, comme des partenaires intéressants, justement de l'encart tout à droite. Puisque sur certains territoires, justement, ils ont une implantation qui est intéressante avec un outillage, etc. Donc ils pouvaient justement potentiellement rentrer dans des consortiums. Voilà. Bon, au niveau voilà, du type de projet qui sont visés, le collectif fera partie bien sûr des critères que l'on regardera pendant l'instruction. La richesse des collectifs et des partenariats, comme on l'a dit, c'est à minima un tiers-lieu et un organisme de formation, mais on peut penser que plus il y aura d'acteurs pertinents, plus le projet sera riche et on regardera les dossiers en ce sens. Il y a une importance de l'ancrage local, que le projet réponde voilà, à un diagnostic territorial fait par les porteurs et réponde peut-être à soit un manque d'offres de formation ou alors une problématique sur une thématique particulière. Voilà, il faut que, bien sûr, les projets soient centrés sur les apprenants pour permettre leur montée en compétences et faciliter cette montée en compétences. Et que voilà, ça s'inscrive dans la stratégie régionale. Ce sera globalement les critères qu'on prendra pour lire les dossiers et sélectionner les lauréats. Donc j'espère que ça, c'est un petit peu plus clair, même si, encore une fois, le
le cadre national était assez large et on l'a gardé large au niveau de la Normandie, puisqu'on souhaite que cet appel à projet permette l'expérimentation. Voilà, certaines régions ont choisi de préciser un petit peu le type de projet qu'ils attendaient sur des thématiques telles que l'inclusion, ou alors sur des zones particulières qui seraient bonifiées au niveau de l'aide. C'est un choix qui n'a pas été fait au niveau de la région Normandie pour laisser l'expérimentation. Donc voilà, les projets avec une thématique d'inclusion sont intéressants, mais voilà, il n'y a pas uniquement ça qui est visé par l'appel à projet. Peut-être de l'innovation pédagogique. Voilà, on aura une lecture assez large et finalement, c'est un petit peu à la lecture des projets qu'on verra où l'appel à projet nous emmènera. Je continue, à part si on a loupé des questions sur le type de projet soutenu. Non, a priori, ça va. Donc là, je vais re-rentrer dans les caractéristiques et les critères de l'aide. Donc en commençant par les modalités de financement. Donc le budget total au niveau de la Normandie, il est de 2,9 millions d'euros, que l'on répartira donc, sur l'ensemble des projets qui ont un plancher de 50 000 euros et un plafond de 200 000 euros sous le régime des minimis. Et donc le régime des minimis, qui est un régime qui permet de donner des aides d'État aux porteurs de projets et qui limite l'aide donnée aux porteurs donc à 200 000 euros sur une période de 3 ans, donc sur l'exercice fiscal en cours et les 2 années précédentes. J'ai pour l'instant eu uniquement quelques questions sur ce régime. Bon, moi, j'ai essayé de me former en interne pour répondre au mieux à vos questions. Également, je vous informe que donc dans le cadre de ce régime des minimis, on vous demandera un tableau pour être sûr que vous êtes bien, que vous rentrez dans le cadre de cette aide. Un modèle a été mis en ligne, donc il est pas mal. Il vous reprend quelles sont les aides qui sont soumises au régime des minimis, puisque c'est bien celle-ci qu'il faudra nous récapituler dans le tableau. Donc voilà, dans le tableau, ce qui est important, c'est de se réfléchir à quel type d'aide j'ai reçu sous les 3 dernières années et est-ce que ces aides sont soumises au régime des minimis général, qui est le régime choisi dans le cadre de l'appel à projet normand. Donc voilà, s'il y a des interrogations là-dessus, il ne faut pas hésiter à me solliciter. Et encore une fois, oui, le tableau qu'on a mis dans les annexes du site de l'appel à projet résume pas trop mal ce qui est attendu dans ce tableau récapitulatif. Ensuite, le taux d'intervention, il est plafonné à 70%, ce qui veut dire donc qu'il est attendu un taux de 30% minimum d'autofinancement, hors fonds européens, FSE et FEDER, puisqu'il y a du financement européen dans la subvention donnée qu'on vous donnera. Et ensuite, la durée du soutien de projet, elle est de 3 ans. Alors, est-ce qu'il y a des questions à ce stade? J'espère que j'ai été claire et que je ne vous ai pas emmêlé les pinceaux. En tout cas, dans tous les cas, n'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a des questions à ce sujet. Sur les dépenses éligibles, bon, pareil, j'ai eu des questions après l'événement du 26, donc j'ai réutilisé un tableau qui avait été réalisé par Ice Partner pour vous aider à identifier ce qui était éligible et non éligible. Dans le cadre des dépenses d'investissement, ce qui est important à retenir, c'est qu'il n'y aura pas d'acquisition de terrain ou de création de nouveaux bâtiments qui pourront être financés. Donc ça, c'est non éligible. Sont uniquement éligibles tout ce qui est l'adaptation du tiers-lieu existant. Donc un aménagement de salle, du matériel pour permettre la réalisation des formations.
Donc voilà, uniquement des travaux d'aménagement et d'acquisition de matériel de formation seront éligibles. Et au niveau du fonctionnement, on est uniquement sur l'ingénierie de l'appel à projet, sur l'animation du projet et la communication autour de cette offre, mais ne rentreront pas dans les dépenses éligibles, tout ce qui est frais pédagogiques. Donc voilà. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions à ce stade. Bon, c'est vraiment décrit dans le cahier des charges. Donc, si vous avez des questions, il y a un certain nombre de réponses qui sont précisées. Alors, au niveau de l'animation pédagogique, c'est plus créer peut-être le parcours de formation. Bon, ça, encore une fois, ce sera peut-être plus clair projet par projet. Voilà, ce qui est clair, c'est que cet appel à projet, il ne servira pas à la création de nouvelles formations qui peuvent être financées par d'autres aides de la région. Là, l'idée, c'est plus de travailler sur les modalités. Voilà, pour tout ce qui est mutualisation, en effet, je pense que ça sera éligible. Je vois la question de Madame Diverio dans le chat. Voilà, l'idée, c'est juste de pas... Oui, Nicolas, si tu veux Justement aussi, compléter. on appuie là, je crois, sur la question d'animation pour aider sur les mutualisations entre acteurs. Il y aura aussi le soutien à la fois de la région et du réseau régional des tiers-lieux, qui sont a priori aussi là pour faire connaître les acteurs et puis pour faire connaître les besoins des différents consortiums. Je pense que... Oui, je viendrai un petit peu à la fin de la présentation sur l'animation, en tout cas l'animation avant la fin des candidatures, et puis il y aura aussi une animation post-candidature pour les lauréats. Qui sera du coup intégrée sûrement dans Normandie Connectée, en fait, l'animation aussi, entre acteurs. Oui. En effet, je vous le confirme. Je continue à avancer. Donc, au niveau du calendrier, l'appel à projet s'est ouvert en janvier et sera ouvert jusqu'au 28 avril. Donc, vous avez jusqu'au 28 avril pour soumettre vos candidatures. On a déjà entendu pas mal de retours qui nous disaient que c'était un créneau juste que ça leur laissait pas beaucoup de temps pour mettre en place les consortiums. On l'entend, pour autant, le cahier des charges est passé en commission permanente et c'est la date officielle qui est retenue pour avoir les premières candidatures. Néanmoins, si vous avez un projet et que vous sentez que ça va être très compliqué le 28 avril, encore une fois, je vous invite à déjà nous présenter par mon biais, puisque c'est moi qui reçois les demandes, mais bien sûr, on travaillera en interne, à quand même nous solliciter, nous interroger, puisque si on se rend compte que 8 des projets sur 10 sont pas prêts pour le 28 avril, il faudra réfléchir à faire évoluer ou non ce calendrier. Mais voilà, mon rôle étant vraiment d'animer cet appel à projet. J'ai vraiment du temps pour être sollicitée pour que vous présentiez vos projets et qu'on réfléchisse au calendrier intelligemment. Mais voilà le calendrier tel qu'il est officiellement. Donc ensuite, pour passer à l'animation de l'appel à projet, donc comme je le disais, mon poste est vraiment dédié à l'animation de cet appel à projet. On a également 2 réseaux régionaux qui sont importants dans l'animation de cet appel à projet. Donc le réseau Normandie Connectée dont on a parlé tout à l'heure, qui est un réseau de tiers-lieux et d'espaces publics numériques.
voilà, qui met en place le label Normandie Connectée pour rentrer dans le réseau, mais qui a aussi un certain nombre d'outils qui peuvent vous être représentés s'il y a des interrogations. Et il y a également la communauté communautique sur l'innovation dans la formation, qui est animée par ma collègue Hélène Lepezan et qui regroupe voilà, un certain nombre d'organismes de formation de la région. Et ces deux réseaux sont des outils d'animation, peuvent être sollicités également pour soit connaître d'une part les tiers-lieux et les espaces publics numériques, soit pour mieux connaître les organismes de formation et l'innovation dans la formation de l'autre. Donc l'ensemble voilà, de cette équipe est là à la fois donc, pour animer, organiser ce type d'événement comme aujourd'hui, mais aussi pour faciliter la mise en relation entre les acteurs de la formation et des tiers-lieux qui ne se connaisseraient pas encore, et pour voilà, animer ce type d'événement, comme je l'ai déjà dit. Je vous ai remis ici la carte des tiers-lieux et des EPN labellisés. Bon, elle n'est pas très lisible comme ça en l'état, hein. Normalement, on a une carte interactive, mais qui n'est plus disponible dans le cadre de la cyberattaque. Donc, si vous souhaitez la recevoir, vous pouvez me la demander par mail. Et puis, j'ai également d'autres formats de cette carte avec les noms des endroits que là, on ne peut pas voir malheureusement. Donc voilà. Mais en tout cas, si vous souhaitez être mis en relation avec des acteurs qui seraient intéressés, n'hésitez pas à me solliciter. On a également un certain nombre d'outils au niveau du site du Carrefouref sur les types de formations. Voilà, on a des outils comme pour trouver des types de formations par secteur. Et donc, en effet, les tiers-lieux qui s'interrogeraient sur les organismes présents sur leur territoire peuvent utiliser le site de l'animation territoriale du Carrefouref pour cibler des organismes de formation par thématique, par zone. Donc, voilà, il y a vraiment beaucoup de données présentes sur ce site qu'on vous invite à utiliser. À la suite de plusieurs demandes de mise en relation et de connaître le nom des lieux, on a également créé un groupe LinkedIn, voilà, puisque pour des questions de sécurité de l'information, de RGPD, il était compliqué de vous partager par exemple les personnes qui ont participé à l'événement du 26 janvier. Par contre, tous les participants à l'événement du 26 janvier ont été invités à rejoindre à rejoindre ce groupe, voilà, que je pourrais vous renvoyer à la suite de cet événement. Donc voilà, on vous invite à rejoindre le groupe puisque a priori vous allez y trouver des acteurs intéressés. Et également, moi j'essaye de réaliser une petite veille sur cette notion de tiers-lieu de formation pour aussi vous proposer des ressources, vous inspirer à vous projeter sur c'est quoi toutes les formes que peuvent prendre le tiers-lieu de formation. Donc voilà, c'est à la fois un outil de mise en relation et un outil de ressources. Et je vous enverrai le lien à la suite de cet événement. Et finalement, donc pour vous proposer les prochaines dates de l'animation, donc on réorganisera un autre webinaire qui là sera thématique sur la thématique du partenariat ou du collectif ou du consortium. Donc l'idée étant de pouvoir, excusez-moi, l'idée étant de pouvoir rediscuter de ce que c'est un partenariat et vous proposer une convention type voilà, pour vous aider à avancer sur ce sujet. On aura également un témoignage d'un lauréat d'une autre région qui pourra voilà, vous parler à la fois de son projet, mais aussi de comment il a mis en place son collectif. L'idée étant de voilà, pouvoir vous aider à vous projeter et à avancer sur la rédaction de votre candidature.
À la suite du 26 janvier, on a également eu beaucoup de demandes d'événements sur les territoires pour favoriser les rencontres. Donc à la suite d'un travail un petit peu de ciblage sur les lieux intéressés, mais également sur les zones où on avait moins d'offres de formation, on a sélectionné 4 territoires qui s'affichent ici. Bon, les dates sont en train d'être consolidées. On vous invitera, une invitation partira en début de semaine prochaine. Voilà, pour que vous ayez à la fois les dates, pour pouvoir les retenir, mais également les liens d'inscription pour pouvoir y participer. Voilà, donc ces événements auront lieu entre la mi-mars et la fin mars pour pouvoir laisser ensuite aux porteurs le temps de travailler sur le projet. Et puis encore une fois, si vous ne vous sentez pas concerné par ces événements, puisque trop loin, voilà, n'hésitez pas à me faire remonter ces remarques. On les écoutera. Bon, il fallait choisir 4 lieux. Donc c'est ceux-là qui ont été choisis, mais la réflexion voilà, vous pouvez toujours nous challenger sur ces événements et nous faire part de vos besoins par rapport à l'animation territoriale. Est-ce qu'il y a, j'ai moins regardé le chat, est-ce qu'il y a des questions, Lorraine, ou est-ce que vous avez des questions à la suite Simplement une question pour avoir la carte avec les noms des lieux. Donc, c'est une des seules questions à remonter. Et le lien LinkedIn, du coup. Ça, je l'ai. Pour faire Je vais pas aller le chercher tout de suite parce que j'ai peur de tout casser, mais je m'engage à vous l'envoyer en restitution de cet événement. Est-ce qu'il nous reste encore 10 minutes avant la fin du temps imparti? Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient poser leurs questions directement? Oui, allô? Vous m'entendez? Oui. Oui. C'est Julie Lemonnier, du coup, à Alençon. Je me posais la question, parce que je n'ai pas trouvé, dans le cadre de l'appel à projet, il est évoqué des documents types. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut les récupérer? Oui, en effet, ça faisait partie, j'ai oublié de vous le dire, mais en effet, donc, dans le cadre de la cyberattaque, un certain nombre de documents étaient manquants. Ils ont été ajoutés hier sur le site de l'appel à projet. Donc vous avez une case annexe qui est apparue depuis hier. Donc normalement, vous aurez tous les documents à disposition. Et on est bien sur une réponse par mail, hein? Oui, alors le site des aides commence tout juste à refonctionner. Mais voilà, comme on a publié en parlant d'une réponse par mail, on va rester sur ce format-là pour pas changer en cours de route, puisque a priori il fonctionne mais en dégradé. Donc voilà, j'ai pas de visibilité à mon niveau sur quand est-ce qu'il refonctionnera totalement. Donc voilà, d'ici le 28 avril, on reste par une réponse par mail à l'adresse qui est indiquée sur le site internet, donc qui est numérique@laregionnormandie.fr. Ok, merci à vous. Et donc, pour répondre à la MEF de Cherbourg, je vous enverrai les invitations avec les horaires lundi. Voilà, je dois juste reboucler avec 2 lieux pour être sûre de ne pas dire de bêtises, mais vous aurez l'information. Vous êtes identifiés, donc voilà. Alors, au niveau de ces nouveaux ateliers, c'est vrai que je suis allée très vite. L'idée, c'est que ces ateliers soient des ateliers de rencontre entre les organismes de formation et les acteurs des tiers-lieux. Ils seront, ça ne vous aura pas échappé, ils sont tous organisés dans des tiers-lieux.
Donc l'idée, c'est déjà aussi de pouvoir aller dans ces lieux, découvrir ces tiers-lieux donc, qui sont assez divers sur le territoire. Donc selon le territoire, vous aurez un tiers-lieu différent. Donc de pouvoir visiter ces lieux, avoir une petite présentation de leur animateur, enfin d'un représentant du tiers-lieu. Et puis, bon, je reviendrai un petit peu sur l'appel à projet, mais rapidement. Et ensuite, on aura un atelier participatif dont le format est vraiment voilà, de réfléchir à c'est quoi un tiers-lieu de formation sur ce territoire. Pour voilà, faire un petit peu d'intelligence collective sur qu'est-ce qu'un tiers-lieu de formation. Ça prendra globalement le format des ateliers qu'on a pu avoir le 26 janvier. L'objectif étant, premier étant vraiment la rencontre des acteurs et puis la réflexion sur les modalités, les formats que peuvent prendre un tiers-lieu de formation. Ce sera sur une demi-journée. Voilà. Et on espère vous y retrouver nombreux pour pouvoir échanger. Voilà. Donc, comme vous pouvez le comprendre sur l'animation, avant le dépôt des candidatures, on a souhaité vous proposer 2 types d'événements. Ces webinaires en ligne pour rassembler le plus grand nombre et répondre aux questions générales, aux questions techniques voilà, du cahier des charges. Et ensuite, organiser des événements plus ciblés par territoire de rencontres, puisque c'était un des retours qu'on avait eu à la suite du 26 janvier, que ce type d'événement était fortement apprécié, mais peut-être à trop grande échelle, avec beaucoup de participants à Caen Homo, qui ne permettaient pas forcément de rencontrer les partenaires les plus pertinents. Et donc sur vos suggestions, on a voulu aller vous rencontrer dans les territoires et permettre cette rencontre. L'atelier du 24, il aura lieu le matin. A priori, tous les lieux auront lieu le matin, entre 9h et midi, sauf celui de Dieppe, où malheureusement, comme je suis basée à Caen, il sera difficile pour moi d'être présente dès 8h à Dieppe, puisque voilà, vous savez, notre Normandie est très large et donc voilà, pour des questions logistiques, je ne serai là que l'après-midi. Mais voilà, vous recevrez vraiment toutes les informations en début de semaine prochaine, très rapidement. Oui, vous recevrez un mail récapitulatif de cette session où il y aura donc la présentation et le lien LinkedIn. En tout cas, merci à vous de vous être porté présent donc à ce rendez-vous. Comme je vous le disais, voilà, l'idée c'est de pouvoir animer au mieux cet appel à projet et répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à me solliciter. Et puis voilà, s'il n'y a pas d'autres sur l'orientation qui est posée, est-ce que le projet concerne aussi l'orientation? Et je vous laisse répondre, Isaline, Nicolas, mais en effet, il peut y avoir des actions vers l'orientation. En fait, l'idée, c'est de prendre en compte toute l'ensemble du parcours de formation stagiaire et pas uniquement s'arrêter au moment où le stagiaire viendrait faire sa formation dans un tiers-lieu. Donc toutes les dynamiques qui pourraient être impulsées pour faciliter la continuité de parcours et des choses comme ça, ce sera intéressant pour les réponses au projet. Ouais. Merci Nicolas, en effet, je pense que ça fait en effet partie du parcours qui est visé dans le cadre de l'appel à projet.
Eh bien, écoutez, il est 15h28 et je ne vois pas de nouvelles questions apparaître. Donc, encore une fois, merci. Un grand merci à Lorraine et Floriane de Ice Partner pour leur soutien et à Nicolas pour ses éclairages sur le contexte. Et encore une fois, oui, je vous confirme que le diaporama sera envoyé à la suite de ce webinaire. Eh ben, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et un bon week-end et je l'espère à bientôt dans le cadre de l'appel à projet. Au revoir. Très bonne Au revoir. journée à tous. Au revoir et bonne journée à tous.